Bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Donc, si on est amené à parler des vers de terre aujourd'hui, c'est peut-être qu'ils sont l'objet d'un intérêt croissant, mais un intérêt relativement récent. Quoique, si on remonte un peu dans l'histoire, on se rend compte que, par exemple, les Grecs ou les Égyptiens accordaient une grande valeur à ces animaux. On cite souvent Aristote qui disait que les vers de terre étaient les intestins de la terre. Les Égyptiens les considéraient comme des animaux sacrés parce qu'ils avaient compris le lien qu'il peut y avoir entre la fertilité des sols des berges du Nil et puis la présence des vers de terre. Plus tard, si on part au niveau des siècles, eh bien effectivement, les vers de terre vont être considérés comme plutôt nuisibles. Je fais référence à un ouvrage qui est paru au tout début du XIXe siècle, qui était un cours d'agriculture publié par l'abbé Rosier, où les vers de terre sont présentés comme des animaux nuisibles et où on explique tout ce qu'il faut faire pour les éliminer des champs cultivés. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle avec les travaux de Darwin, pour que Darwin, qui a publié donc un traité qui s'appelle « La formation des sols par les vers de terre ». Mais c'est vrai que la postérité retiendra davantage de Darwin sa théorie sur l'évolution, l'origine des espèces, plutôt que ses travaux sur les vers de terre. Et puis vous savez tous qu'après-guerre, avec l'orientation qu'a pris l'agriculture, eh bien, effectivement, le sol a plutôt été considéré comme un support et on a un petit peu ignoré l'aspect vivant qu'il peut y avoir dans un sol avec tous les organismes qui interviennent et qui jouent un rôle important dans la fertilité. Alors, c'est vrai, quand je dis que c'est un intérêt relativement récent, c'est vrai qu'avec le développement de l'agriculture biologique et surtout le développement de l'agriculture de conservation des sols, pour la conservation des sols, eh bien, effectivement, il y a un regain d'intérêt. Puis c'est vrai que depuis qu'on emploie des écologues à l'INRAE, eh bien, effectivement, le côté vivant des sols est remis au goût du jour. Alors, parlons un petit peu des... Ah oui, c'est vrai que j'ai un outil pour passer... Voilà. Parlons un petit peu, quand on parle de vers de terre, on pense souvent aux lombriques. Et c'est vrai que c'est quand même réducteur de réduire effectivement ce grand groupe des lombricidés aux seuls lombriques. Les lombricidés ou les lombriciens, c'est un grand groupe, c'est plusieurs milliers d'espèces, j'ai mis 3000, mais c'est pas sûr, il y en a peut-être sûrement plus. Plusieurs milliers d'espèces dans le monde, plus de 100 espèces en France selon Marcel Boucher, qui est un des spécialistes français des vers de terre. Dans les terres agricoles, 4 à 12 espèces. Alors, les vers de terre font partie de ce grand groupe, et ça vous le savez. Et c'est là. Ce grand groupe des annélides, donc les vers qui sont segmentés en anneaux avec des métamères. Et ils font partie de ce qu'on appelle les oligochètes, c'est-à-dire les vers qui ont quelques poils répartis le long du corps. Enfin, on ne dit pas des poils, on dit des soies, c'est plus élégant, et qui leur servent à se déplacer. Les vers de terre existeraient au moins depuis un peu moins de 400 000 ans. Excusez-moi, 400 millions d'années. 400 millions d'années, un peu moins de 400 millions d'années. Ils seraient apparus donc, au cours de l'ère primaire, plutôt après l'Ordovicien. Vous savez que l'Ordovicien, c'est une ère géologique qui a été marquée par des grandes glaciations. Et on sait aujourd'hui que les vers de terre n'aiment pas du tout les sols gelés. Donc, ils sont apparus après l'Ordovicien. Alors, ils sont très fréquents dans les zones tempérées, dans les zones tropicales aussi. Ils sont quand même quasiment absents dans les zones arides et semi-arides. Si vous creusez un peu le sable du Sahara, vous avez, à mon avis, très peu de chances de rencontrer des vers de terre. Alors, comment c'est fait un ver de terre ? Donc, je l'ai dit, un corps segmenté en anneaux. Et puis, en fait, c'est une structure relativement simple. Ils n'ont pas d'yeux, pas d'oreilles, pratiquement pas de tête, une bouche quand même, pas de pattes, ça vous le savez. En fait, un ver de terre, c'est 2 emballages de muscles avec un tube au milieu. Et ce tube, c'est pas n'importe quel tube, c'est un tube digestif qui est relativement élaboré, avec une bouche, un pharynx, un oesophage, un jabot, un gésier, un intestin, lequel gésier fonctionne un peu comme le gésier des poules, avec un gésier très musculeux qui va broyer les aliments
D'ailleurs, les vers de terre avalent aussi des petits cailloux, comme le font les poules. Sauf que les vers de terre ont découvert ça bien avant les poules. Hein. Voilà. Si on veut aller un petit peu plus loin dans la biologie du ver de terre, ils n'ont ni poumons ni branchies, donc ils vont respirer par le corps, hein, par la peau. Donc ils vont maintenir, pour que les échanges gazeux puissent se faire, un corps relativement humide. Et pour cela, ils vont fabriquer en permanence un mucus, qui est une substance relativement hydrophile et qui va les imprégner d'eau en permanence. Du coup, quand le sol est gelé, c'est-à-dire quand l'eau est solide et n'est pas disponible, ou quand il fait trop sec, donc il n'y a pas d'eau, eh bien effectivement, la plupart vont rentrer en ce qu'on appelle, enfin pas trop les épigées dont vous parliez, mais ils vont rentrer en ce qu'on appelle une période de vie ralentie, c'est-à-dire qu'ils vont s'entortiller dans le sol, dans des petites logettes, et ils vont attendre des conditions beaucoup plus favorables. Alors, point de vue de la reproduction, vous savez sûrement tous qu'ils sont hermaphrodites, hermaphrodisme avec protandrie, c'est-à-dire que les cellules sexuelles mâles arrivent à maturité avant les cellules sexuelles femelles, mais ils s'accouplent, hein, et c'est plutôt une bonne chose parce que la nature n'a rien inventé de mieux que la reproduction sexuée pour assurer la diversité génétique. Alors, ça a déjà été dit, mais on a l'habitude, depuis Marcel Boucher, hein, je crois que c'est lui qui avait donné ces noms-là, enfin, qui a classé les vers de terre en 3 grandes catégories écologiques, les épigées, les anéciques et les endogées, en fonction de leur taille, mais aussi en fonction de leur comportement et de leur position dans le sol. Alors sachant que les épigées sont beaucoup, du point de vue de la biomasse lombricienne, ce sont les moins nombreux en biomasse, c'est-à-dire ils représenteraient quelques pourcents de la biomasse lombricienne, c'est-à-dire ceux qui sont les plus abondants sont les anéciques et les endogées. Donc les épigées, petite taille, un corps relativement bien coloré parce qu'en fait ils se protègent des rayons lumineux puisqu'ils vivent à la surface du sol. Dans les amas organiques, alors c'est souvent on les trouve dans le compost, dans le fumier, hein. Eux ne creusent pas de galeries ou très peu, enfin on considère qu'ils n'en creusent pas. Et ils se nourrissent de matière organique morte et ils vont participer avec d'autres organismes du sol au fractionnement de la matière organique. Voilà quelques épigées en photo. Donc il y en a un qui est assez connu, c'est celui qui est en bas, Eisenia. Hein. C'est lui qui est vendu d'ailleurs, qui est élevé et vendu pour le lombricompostage. Hein. Voilà, ce qu'on appelle les vers de fumier en fait. Du fait qu'ils vivent en surface, ils subissent une pression de prédation qui est relativement importante. Mais ils ont quand même un taux de reproduction assez rapide, quoi. Alors, 2 mots sur les anéciques. Donc, ce sont des vers de beaucoup plus grande taille. En général, ils ont un gradient de couleur de l'avant à l'arrière du corps. Donc ici, ils sont plutôt rouges ou noirs. Et ils vont creuser des galeries verticales. Donc, ils peuvent aller relativement en profondeur dans le sol et ces galeries sont ouvertes en surface. Ils vont se nourrir la nuit, ils vont aller chercher en surface du sol les débris végétaux, ils vont les rassembler et ils vont les ramener à l'intérieur des galeries. Et c'est là que va s'effectuer la digestion de cette matière. Voilà, alors on dit souvent que, voilà, ça c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que les spécialistes appellent des cabanes à vers de terre. Vous avez là les petits débris végétaux qui sont rassemblés la nuit à proximité de l'ouverture des galeries et qui sont rassemblés par les anéciques. Une fois qu'ils ont digéré cette matière organique, eh bien, ils rejettent un certain nombre de déjections. Et ces déjections qui sont rejetées à la surface du sol, vous voyez, ça fait des petits tas, des petites tours, et ça s'appelle des turicules, hein, relativement bien connus. Quelques anéciques, alors on a coutume de distinguer ceux qui sont à tête noire et ceux qui sont à tête rouge, hein, en fonction de la coloration. Hein, voilà. Et donc le lombric, le fameux lombric, fait partie de ces vers anéciques. Les endogées maintenant.
Alors, on a coutume de dire qu'ils vivent en profondeur, mais ils sont pas si en profondeur que ça. Hein. En tout cas, ils ne vont jamais à la surface, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont en grande profondeur. Les anéciques vont beaucoup plus loin en profondeur. Ils ont une taille un peu moins importante que celle des anéciques, mais ils sont un peu plus grands que les épigées. Donc, ils vivent dans le sol, ils ne vont jamais à la surface, et eux vont creuser des galeries, mais celles-ci vont être plutôt horizontales. Et ils se nourrissent aussi de matières organiques plus ou moins dégradées. Voilà quelques endogés. Donc, ils ne sont pas très colorés parce qu'effectivement, ils n'ont pas besoin de se défendre contre la lumière, les rayons lumineux. Je n'ai pas vu. Il me reste 5 minutes. OK. D'accord. Alors, parlons du rôle des vers de terre dans le sol. Hein. Donc, on a l'habitude de dire qu'il y a 3 grands rôles des vers de terre. Des actions chimiques en lien avec la dynamique de la matière organique, transformation de la matière organique en matière minérale. Des actions biologiques, parce qu'on va voir qu'il va y avoir une sorte de mutualisme qui va s'établir entre les vers de terre et les bactéries du sol, enfin les micro-organismes du sol, pour assurer la digestion chimique de la matière végétale. Et enfin, des actions physiques, parce qu'on sait qu'ils ont un grand rôle dans la structuration du sol, la structure du sol. Alors parlons un petit peu de la dynamique de la matière organique. Vous voyez, vous avez ici la matière... Pardon, hop. Ouais. Donc la matière organique qui se trouve en surface va être fragmentée par les épigées, mais aussi par d'autres organismes de la faune du sol, fragmentée, ce qui va faciliter la minéralisation par les bactéries. Mais on a vu que cette matière organique pouvait être enfouie par les anéciques à l'intérieur des galeries. Et là, à l'intérieur des galeries, elles vont pouvoir être décomposées sous l'action des micro-organismes. Et alors, en fait, ce passage de la matière organique en surface vers la profondeur, eh bien, ça va entraîner une répartition dans l'espace, dans le sol, évidemment, de cette matière organique. On dit que c'est un phénomène de bioturbation, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mélange de la matière sous l'action des êtres vivants, et notamment sous l'action des vers de terre. Lorsqu'une fois que la matière organique elle est décomposée par les micro-organismes, elle va pouvoir être ingérée par les anéciques qui vont alors rejeter, soit en surface, soit dans la paroi des galeries, leur déjection. Ces déjections qui sont un mélange de matière organique et de matière minérale, eh bien, elles peuvent être soit déposées à la surface, sous l'action de forme de turricule, soit déposées sur la paroi des galeries. Et on admet souvent qu'une tonne de lombricien par hectare peut rejeter jusqu'à 30 tonnes de déjection par hectare et par an, ce qui est quand même relativement important. Voilà. Sachez aussi que lorsque les vers de terre, et notamment les anéciques et les endogés, ingèrent de la matière organique, ils ingèrent en même temps de la terre et les micro-organismes qu'il y a dedans. Et à l'intérieur du tube digestif des vers de terre, eh bien, les bactéries vont trouver un milieu favorable à leur développement, d'autant que à l'intérieur du tube digestif, les vers de terre fabriquent aussi de l'eau, enfin, et surtout du mucus. Le mucus, je le rappelle, c'est une substance qui est riche en glucides et surtout en acides aminés. Et c'est comme si les micro-organismes pouvaient être réactivés par ces substances des vers de terre et qui vont se multiplier et avoir une activité beaucoup plus importante. Donc du coup, les micro-organismes vont décomposer et minéraliser la matière organique et les vers de terre vont profiter, vont digérer. En fait, ce n'est pas vraiment le ver de terre qui va digérer, c'est les bactéries qu'il a ingérées qui vont faire la digestion à sa place. Et là, c'est un vrai mutualisme qui s'établit. Et si Marc-André Sellos était là, il dirait que les êtres vivants ne sont jamais seuls, ils collaborent toujours avec d'autres êtres vivants. Alors, il me reste 1 minute. Voilà, sachez que les parois des galeries constitue un écosystème tout à fait particulier. C'est comme si c'était un écosystème dans l'écosystème, c'est-à-dire qu'on a remarqué que cette paroi des galeries était beaucoup plus riche en carbone,
Beaucoup plus riche en azote, d'autant plus que les vers de terre, ils n'émettent pas seulement des déchets digestifs, ils émettent aussi des déchets métaboliques, autrement dit, on pourrait parler d'urine, hein, et cette urine est riche en azote, et donc va contribuer à enrichir le sol en azote. Et puis, dans la paroi des galeries, on a une plus grande quantité de micro-organismes, et ça peut être aussi mesuré par la respiration de ces micro-organismes qui est beaucoup plus importante. Voilà, et donc du coup, cette minéralisation qui est beaucoup plus importante va profiter aux racines des plantes qui vont s'enfoncer dans les galeries, pas seulement parce qu'elles ont un espace qui est privilégié pour s'enfoncer, mais parce que effectivement la paroi est beaucoup plus riche et leur assure une nourriture beaucoup plus disponible et importante. Et puis cet espace-là, ces galeries représentent une sphère d'activité tout à fait particulière du point de vue des micro-organismes. Et ça a été appelé la drillosphère, hein, parce que drillos, apparemment, ça veut dire ver de terre. Et donc, c'est la fraction de terre qui est passée par le tube digestif des vers de terre et qui constitue la paroi des galeries. Et c'est vraiment un écosystème tout à fait particulier dans l'écosystème. Il faut que j'arrête là ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le développement de ces activités biologiques, l'activité des micro-organismes, mais qui est en lien avec les vers de terre, eh bien, va augmenter la capacité d'épuration du sol. Et là, je décris simplement une petite expérience qui a été faite, hein, d'introduire dans le sol, faire percoler dans le sol 2 pesticides, hein, la chlore qui est un des composants du gaucho, et puis du lasso. Et l'atrazine, c'est un herbicide, hein, et l'atrazine qui est aussi un herbicide. Vous voyez que quand on fait percoler ça dans un macropore tubulaire artificiel, alors évidemment, il y a une biodégradation puisqu'il y a des bactéries dans le sol, mais quand on le fait percoler dans des galeries de lombric, eh bien, compte tenu du fait que la paroi est beaucoup plus riche en micro-organismes, eh bien, la biodégradabilité est augmentée. Voilà. Les vers de terre contribuent également à la structure du sol. Donc c'est lié bien sûr à l'activité de bioturbation, mais c'est aussi lié à ce rejet des déjections qui modifie la porosité du sol et l'agrégation du sol. Et donc on dit souvent que ça favorise une structure grumeleuse, qui est une structure qui est intéressante en agronomie. Donc voilà, si on regarde les turicules, eh bien on se rend compte que les turicules sont des petits agrégats de matière, de particules de sol, qui forment entre eux des pores de tout petit diamètre. Eh bien ces pores de petit diamètre vont augmenter la capacité de rétention en eau du sol. Et donc le sol sera beaucoup plus riche en eau. Par contre, les galeries qui constituent, ouvertes en surface, hein, qui constituent des pores de grand diamètre, eh bien, ça va favoriser l'infiltration de l'eau, donc diminuer le ruissellement. Ça va favoriser la pénétration racinaire, ça va favoriser l'entrée de l'air dans le sol, donc l'aération. Et tout ça, évidemment, ça répond aux besoins physiques du système racinaire et donc de la plante en général. Voilà, donc pourquoi les vers de terre sont-ils de bons indicateurs de la qualité des sols ? Parce qu'ils sont sensibles aux conditions de l'environnement, pas seulement l'environnement, le climatique, enfin pas seulement le climat, hein, la sécheresse ou le gel, mais ils sont aussi sensibles en milieu agricole sur les actions que fait l'homme sur l'écosystème agricole. Ils sont faciles à observer et à prélever, donc il a été mis au point par l'Observatoire participatif des vers de terre, donc l'Université de Rennes, un protocole national, hein, qui est vous en avez peut-être entendu parler, avec de la moutarde, on dilue de la moutarde, on la balance dans le sol et les vers de terre évidemment vont ressortir. On peut les compter, on peut les peser et on a une idée de la quantité de vers de terre. Après, on les rince et on les remet dans le sol, hein. Ce n'est pas un protocole qui est destructif. Voilà. Eh ben, voilà. Donc ça, c'est juste un tableau pour vous présenter juste
le milieu que préfèrent les vers de terre. Hein. Ils préfèrent des sols humides, ils préfèrent des sols profonds, ils préfèrent des sols avec un pH un peu plus élevé. Les sols acides, ils n'aiment pas trop. Ils préfèrent quand il y a un sol avec beaucoup de matière organique, évidemment, hein, c'est le garde-manger. Et puis, ils préfèrent des températures autour de 10-12 degrés, c'est-à-dire que le froid, le gel et les températures trop élevées les gênent. Bon, ben j'arrête alors. Voilà, j'avais prévu. Oui, alors c'est vraiment, pour ceux qui croyaient que les lombrics étaient des bêtes sans importance, sans intérêt, hein, vous en revenez tout de suite. Alors, on a parlé de Marcel Baucher tout à l'heure. En effet, c'est un des chercheurs qui a lancé la mode de l'étude des lombrics. Et j'ai remarqué que Dijon était encore à l'honneur avec Amora. Quand on faisait nos manips, nous, on utilisait du formol, qui n'était évidemment pas la matière la plus intéressante pour faire sortir les lombrics. Donc la prochaine fois, j'essaierai Amora. Alors, moi qui étais dans l'enseignement agricole, j'ai appliqué les protocoles de l'OPVT, de l'Observatoire participatif des vers de terre. Et il n'était évidemment pas question de faire manipuler du formol à des élèves. Hein, c'est bien évident. Voilà, mais ça marche très bien avec la moutarde. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit un des ventes. Mais en fait, de toute façon, c'est un protocole qui a pu être divulgué dans toute la France et qui a permis de faire des inventaires dans toute la France, quoi. Donc, c'est intéressant, quoi, voilà, de ce point de vue. Et c'est vrai que la moutarde qui était utilisée, pour que ce soit le même protocole partout, c'était de la moutarde fine et forte, Amora fine et forte de Dijon. Alors, il faudra nous donner la recette exacte de la vinaigrette en question. Ah, mais ça, je peux la donner. C'est 10 litres d'eau par quelques pots de moutarde, je ne sais plus combien, et arrosage 2 fois, et on attend 10 minutes. Et alors, il y a sans doute des questions. Voilà, bon. Oui, j'avais 2 questions dans la même. Est-ce qu'on a une idée de la richesse spécifique qu'on a en Bourgogne-Franche-Comté? Parce qu'on parle d'une centaine d'espèces en France. Est-ce que la détermination au niveau champ spécifique des vers de terre, ça se fait bien, ça se fait mal? Parce que c'est vrai que le protocole que vous présentiez à l'instant, c'est de la biomasse. Et j'ai l'impression qu'on va rarement la déterminer à l'espèce. Est-ce qu'il n'y a pas une richesse insoupçonnée de vers de terre? Moi, je sais que quand je faisais les inventaires avec les jeunes en formation dans l'enseignement agricole, on n'allait pas à l'espèce. Je veux dire, c'est absolument pas possible. Par contre, on essayait de voir épigée, anécique, endogée. Et ça, sachant que c'est vrai qu'on avait beaucoup de remontées d'anécique et d'épigée et moins d'endogée. Parce qu'ils sont... voilà, et on essayait de ça. Voilà. Oui. Et après, on essayait de voir... on faisait plutôt un comparatif. On le faisait dans une prairie, on constatait qu'on avait beaucoup de vers de terre en prairie. On le faisait dans un champ de maïs qui était, traité, labouré, etc. On constatait qu'on n'en avait pas beaucoup. Et puis, on faisait ça chez un agriculteur qui était en semi-direct sous couvert. Et là, on constatait, oui, il y en a beaucoup. Et on comparait avec un agriculteur bio. Et moi, c'était ça l'objectif. Hein. C'était de sensibiliser des jeunes en formation sur ces organismes-là, sans autre... voilà, et à mon avis, ça ne servait à rien d'aller à l'espèce. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà. Tous les lycées, il y a beaucoup de lycées, mais là c'était à Dijon, Quetigny, hein, le lycée agricole de Dijon, Quetigny. Mais plein de lycées agricoles ont fait le protocole moutarde. Hein, alors là, il n'y a pas de doute. Et pas seulement les lycées, d'ailleurs, il y a beaucoup, puisque c'était un observatoire participatif. C'était à l'université qu'on manipulait les lombrics. Alors, c'est vrai que j'ai le souvenir que la supérette du coin, quand on travaillait à Auxonne, elle était dévalisée. On n'avait plus de moutarde. Et pourtant, ce n'était pas le problème de, vous savez, l'approvisionnement avec le Canada. Ce n'était pas ça du tout. Mais la supérette était dévalisée en pot de moutarde. Ça, c'est une anecdote. Je peux y aller? Oui. Je voulais poser une question sur le rôle du ver de terre dans la formation du complexe argilo-humique. Oui. Oui, tout à fait. Oui, parce que de toute façon... Alors, ça se passe?
il n'y a pas que le ver, enfin si tu veux, il n'y a pas que le ver de terre, il y a aussi tous les champignons. Hein. On sait que la matière, c'est la glomaline, hein, c'est ça, je crois bien, hein, qui va aider à coller les particules. Mais c'est vrai que les vers de terre ont un rôle aussi intéressant et ce qui va jouer dans cette fameuse structure grumeleuse dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est tout à fait, c'est en lien. Je voudrais juste, voilà. Comme il y a eu des inventaires lombriciens un petit peu partout dans les sols de France par l'OPVT, j'ai repris la diapo de Daniel Cluzot, qui est un autre spécialiste quand même des vers de terre à l'université de Rennes. Et il a lancé un peu une alarme quand même. Hein. Je reprends sa diapo. Alors, il annonce une perte avec un point d'interrogation de 2/3 de la diversité lombricienne, ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui n'est pas rien. Donc sachant qu'on connaît les facteurs de dégradation qui ont entraîné cette érosion de la diversité, et ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait à peu près ce qu'il faudrait faire, puisqu'on voit quand même que lorsque on met un peu moins de pesticides, alors on ne connaît pas trop le rôle des pesticides sur les vers de terre, apparemment il n'y aurait pas vraiment d'effet direct, mais il y aurait quand même un effet sublétale sur la fécondité, la reproduction, etc. Puis il y a des effets indirects. Hein. À partir du moment où vous mettez un herbicide, ça veut dire que vous enlevez de la matière organique qui ne sera pas à disposition du ver de terre. On sait que les amendements organiques sont favorables, etc. On sait que une réduction importante du travail du sol va favoriser les populations de lombriques. Tout ça, on sait. Donc les facteurs de restauration, on les connaît. Maintenant, je vais dire, ça c'est la bonne nouvelle, on sait ce qu'il faudrait faire. Maintenant, comment on fait évoluer le modèle agricole dominant, ça c'est une autre histoire. Voilà.